Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'intervenir à ce colloque et je remercie les organisateurs de m'y avoir invité. C'est un vrai plaisir pour moi. Et je disais donc que mon intervention portera sur le développement des langages symboliques en logique, enfin les langages formels. Vous comprendrez la nuance dans un instant. Et donc, dans un sens, cette présentation rejoint aussi un certain nombre donc, de questions, de problématiques qui ont été abordées pendant la première présentation. Alors, d'une certaine façon, la logique est un cas d'école pour cette question, puisqu'on on considère généralement que l'événement le plus important dans le développement récent de la logique, enfin récent à l'échelle de l'histoire, c'est sa mathématisation, comme on dit, disons, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors pour comprendre ce que cela signifie, il faut creuser davantage cette notion de mathématisation, qui est trop floue et qui recouvre donc plusieurs postures qu'il est important de différencier. Ceux qui sont familiers avec le travail récent de Sophie Roux, par exemple, savent qu'elle distingue trois types de mathématisation: la formalisation, la modélisation et la quantification. A priori, pour notre cas, donc c'est la formalisation qui nous intéresse parce qu'elle est fortement reliée à la question de la symbolisation, mais pas que, puisqu'elle ne s'y limite pas. Il n'y a rien de bien scandaleux à parler, par exemple, aujourd'hui, de langage formel diagrammatique, même si on a toujours un peu du mal à s'y faire au premier abord. Vous noterez d'ailleurs à ce sujet quand on parle souvent, à juste titre d'ailleurs, des diagrammes comme des lieux de travail, comme des objets que l'on transforme, et que c'est un peu toujours le même diagramme qu'on manipule, alors que dans le cas des formules symboliques, on dit toujours qu'on passe d'une formule à une autre, d'une expression mathématique à une autre, en accord avec des règles d'inférence, alors qu'on pourrait parfaitement, par exemple, concevoir une formule algébrique comme un objet unique que l'on manipule et qu'on transforme, et dans le même temps, on pourrait également penser, évidemment, les diagrammes, on pourrait penser qu'à chaque manipulation, encore une fois, ce n'est plus tout à fait le même diagramme, et donc on passe d'un diagramme à un autre, et donc on accorde évidemment un certain nombre de règles de transformation. Et donc si on conçoit des règles précises pour construire et manipuler ces diagrammes, a priori, il n'y a rien ne s'oppose en tout cas à l'idée d'un système formel diagrammatique. C'est pour ça que je préfère parler encore une fois de langage formel que de langage symbolique. Alors, je disais que la formalisation était la forme de mathématisation qui correspondrait davantage à ce que l'on peut observer dans le développement de la logique dite moderne. Néanmoins, on peut tout de même se demander si cette caractérisation suffit à parler d'une mathématisation dans le cas précis de la logique. En effet, rien n'oblige à considérer toute formalisation comme étant nécessairement mathématique. Merci. Donc, je disais rien ne nous obligeait en tout cas à considérer toute mathématisation comme étant nécessairement mathématique. On peut déjà s'assurer que... Je préfère attendre. Merci. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement parce qu'à un moment, j'écrirai 2-3 formules sur le tableau. Je disais donc qu'on pouvait... Alors, je reviens donc à la question qui m'intéressait. Je disais que rien ne nous obligeait à considérer toute formalisation comme étant nécessairement mathématique. On peut déjà s'assurer qu'un bon nombre de logiciens ayant participé à ce développement au XIXe siècle ne considéraient nullement leur travail comme mathématique et évoquaient même explicitement les dangers d'une mathématisation de la logique. Pour ces auteurs, la primauté, s'il y a primauté des mathématiques ou de certaines branches des mathématiques quant au recours au formalisme, serait un pur accident de l'histoire, et il serait donc purement anecdotique que les premiers logiciens symbolistes aient puisé leurs outils dans les mathématiques. On peut leur rétorquer que c'est l'essence même des mathématiques d'être la science de la forme, et qu'à ce titre, toute formalisation serait de facto une application des mathématiques. Pourtant, on notera que la formalisation de la logique, à un certain degré, a déjà été entamée avec Aristote, et pour autant, je ne crois pas avoir jamais entendu parler d'une mathématisation de la logique chez Aristote. Donc, y aurait-il des degrés de formalisation qui relèveraient des mathématiques et d'autres qui en seraient exclus ? Et par ailleurs, outre que la conception d'une telle définition des mathématiques comme science de la forme serait de toute façon récente, qu'on y adhère ou pas, on ajoutera que c'est de toute façon purement conventionnel, puisqu'a priori, là encore, rien ne s'oppose à considérer par exemple que c'est la logique qui est la science de la forme, donc, et qui inclut les mathématiques, et que de fait, toute formalisation serait dès lors une logicisation, position qui, là encore, a aussi une existence historique avérée. Donc on voit là un certain nombre de problèmes ou de postures délicates qui expliquent en partie les difficultés justement rencontrées par les logiciens symbolistes à faire reconnaître la légitimité de leur approche et avec à la fois l'affirmation d'un rapprochement avec les mathématiques
et en même temps la revendication d'une indépendance à l'égard des mathématiques. En effet, si les deux sciences se présentent comme des sciences formelles, il faut bien garder à l'esprit que la logique n'a aucunement besoin d'être mathématique pour se prévaloir d'être formelle. Et comme c'est un point qui me semble assez important, j'aimerais, dans ce qui suit, discuter le développement donc, de cette logique moderne, formelle, symbolique, diagrammatique, non pas à travers sa relation avec les mathématiques, comme c'est souvent présenté, mais plutôt à travers la vie et mort des langages formels qui ont été conçus pour les besoins de la logique donc dite symbolique. Alors, soyons précis, la question de la forme en logique, évidemment, dépasse très naturellement la question des langages formels. À vrai dire, il est très difficile de dire précisément ce que l'on entend par forme en logique, tant ce terme recouvre une multitude de sens et d'usages. Un article récent de Catarina de Novaes, dans un article récent, donc Catarina de Novaes distinguait 8 catégories, 8 catégories ou 8 usages de la notion de forme en logique. Alors, je ne vais pas évidemment essayer ici de les développer. Je précise simplement qu'un seul cas correspond donc, au recours à un langage formel, ce qui ne signifie naturellement pas que les autres cas excluent ou sont incompatibles avec le recours à un langage formel, mais simplement que la question de la forme, dont les autres catégories, correspond à une autre caractérisation du système logique à l'étude. Voilà, mon objectif ici, c'est plutôt d'essayer de détailler un peu, d'essayer plutôt de donner un exemple, disons, des difficultés qu'il y a justement à manipuler ou à parler de forme en logique. Et pour cela, je propose, pour commencer, donc d'examiner ce que cela signifie de dire de trois propositions traditionnelles que je vais écrire, donc qu'elles ont ou n'ont pas la même forme. Vous voyez, mon approche rejoint parfaitement celle de Jean-Marie dans la présentation précédente. Donc je pense qu'on voit mieux les choses, effectivement, si on exprime davantage les différences de forme. Alors, donc, si je prends les trois propositions suivantes, merci. Alors, par exemple, aucun x n'est y. Aucun xy n'existe. En 3. Quelques x sans y. Donc là, j'ai trois propositions traditionnelles. Donc là, les propositions 1 et 2 sont, bien qu'elles soient équivalentes, n'ont pas la même forme, puisque la première a une forme de relation, donc quantificateur, sujet, copule, prédicat, alors que la seconde a une forme d'existence. Quantificateur, sujet, prédicat, affirmation, négation d'existence. Évidemment, quand j'écris XY, cela signifie la classe formée par la classe composée par les choses qui sont à la fois X et Y. Alors, donc, on pourrait dire de ces deux propositions, donc 1 et 2, bien qu'elles soient équivalentes, qu'elles ont aussi des formes différentes. On pourrait par contre dire des propositions 1 et 3 qu'elles ont la même forme de relation, puisqu'elles ont toutes les deux la forme de relation, quantificateur, sujet, copule, prédicat. Néanmoins, là encore, elles correspondent à des formes différentes, en ceci que la 1 est une proposition en E, c'est-à-dire elle a la forme aucun sujet n'est prédicat, alors que la 3 est une proposition en I, c'est-à-dire qu'elle a la forme quelques sujets sans prédicat. Alors évidemment, les deux formes dont je viens de parler, en E et en I, sont en réalité des sous-formes de la forme de relation, puisque dans les deux cas, nous avons toujours affaire à une forme de relation. Et donc, la différence entre les propositions 1 et 3 dépend du niveau de formalisation ou du degré de formalisation où l'on se situe, alors que la différence entre la proposition 1 et 2 porte davantage sur la structure même de la proposition. Donc là, nous utilisons des conceptions différentes de la forme. Et on peut aussi affirmer que les trois propositions données, donc la 1, la 2 et la 3, dont je viens d'énoncer certaines différences de forme, ont aussi toutes les trois, d'une certaine façon, la même forme en ce qu'elles sont concrètes. Elles sont concrètes, ou plutôt, pardon, elles sont ici abstraites, c'est-à-dire semi-formelles, par opposition, par exemple, à une forme, par exemple, symbolique. Genre, j'aurais très bien pu écrire la première, cette forme-là. Et donc, je dirais que celle-ci a une forme symbolique, alors que ces trois-là ont une forme abstraite. Ou alors, j'aurais pu avoir une forme concrète, du type aucun homme n'est mortel, par exemple. Donc, encore une fois, il est difficile dans ces cas-là de parler de notion de forme,
puisque c'est une notion qui est toute relative. D'où la facilité qu'il y a justement à parler de forme au pluriel, auquel correspond ou obéit une proposition, plutôt que d'insister sur la forme intrinsèque d'une certaine façon d'une proposition. Et si l'on s'en tient à la structure des propositions, on retient donc qu'une proposition peut être présentée et traitée sous plusieurs formes. On peut alors imaginer que certaines formes se prêtent davantage à des problèmes particuliers que d'autres formes. On entend par exemple bien souvent qu'une des grandes innovations de Frege fut précisément d'avoir substitué une forme fonction-argument à la forme classique sujet-prédicat en logique classique. C'est indéniable évidemment, néanmoins cette façon de présenter la chose est extrêmement simpliste, d'abord parce que la distinction sujet-prédicat a longtemps été remise en question, et surtout parce que cette période connaît une prolifération de langages et de systèmes symboliques qui adoptent des formes extrêmement variées. L'innovation de Frege n'est donc pas une avancée naturelle, où un système remplace un autre système, mais plutôt un système parmi tant d'autres, et qui d'ailleurs en réalité n'acquiert pas grande notoriété au départ, si ce n'est qu'après que d'autres auteurs, Peirce, Peano, Russell, entre autres, aient redécouvert indépendamment plusieurs de ces innovations. Alors, là encore, soyons précis, quand je parle de multitude de langages formels, je ne parle pas simplement des symbolismes dont la forme géométrique varie d'un système à un autre, selon différents déterminants esthétiques, sociaux, culturels, didactiques, etc. C'est bien sûr en soi intéressant et aucunement neutre. Et cette période historique voit justement un vrai travail de logicien sur la théorie des signes, qui serait passionnant d'ailleurs d'étudier, vu que jusque-là, seul Peirce, à mon avis, semble avoir l'attention qu'il mérite dans ce domaine. Mais mon propos ici, encore une fois, dépasse la simple forme géométrique des symboles. Elle concerne la structure même des propositions. Alors, j'ai donné un premier exemple assez simple, qui relève donc plutôt des diagrammes logiques. Lorsque les logiciens commencent à utiliser des diagrammes spatiaux, c'est-à-dire avec des espaces pour représenter des classes, ils recourent assez naturellement à des cercles. Bon, on peut penser que cette forme est la plus commode, plus agréable à l'œil, plus facile à représenter sans doute, etc. Donc on retrouve cette forme dans des textes alors jusqu'au XIe siècle. On les retrouve évidemment chez les Leibniz, mais elles sont plus connues grâce à Euler et ses lettres à une princesse d'Allemagne en 1768. Alors Euler est parfaitement clair, c'est bien par convenance qu'on utilise des cercles, mais on pourrait très bien utiliser toute autre forme géométrique, puisque le principe de ces diagrammes, c'est simplement de concevoir que les individus qui forment une classe sont enfermés à l'intérieur d'un espace. Alors, qu'importe la forme de l'espace en question, parfait. Néanmoins, donc je disais que pour un diagramme, nous souvent un cercle, par exemple, voilà, le cercle que j'ai représenté par X, par exemple, qui est donc la classe des hommes, par exemple. Et donc, je conçois que tous les hommes, d'une certaine façon, sont enfermés à l'intérieur de cette classe. Néanmoins, ce qui est intéressant ici, c'est que Euler utilise la même forme géométrique, un cercle en l'occurrence, pour les deux classes. C'est-à-dire, pour représenter par exemple la proposition précédente, j'aurai donc à la fois un cercle pour la classe X et un cercle pour la classe Y. Et donc, pour dire qu'aucun X n'est Y, il suffit de représenter les deux espaces indépendants sans éléments communs, sans intersection. Et donc, alors ce n'est pas un choix évidemment neutre, puisque dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a un renoncement implicite à la distinction sujet-prédicat, puisque là, nous avons simplement affaire à deux extensions qui s'entrecroisent, coïncident ou s'excluent. Et nous savons donc qu'on peut obtenir un tout nouveau système logique dans lequel il n'y aurait ni sujet ni prédicat, mais simplement des relations entre classes. Nous savons que le mathématicien français Gergonne avait donc listé les 5 relations possibles, qui évidemment ne correspondent pas du tout aux 4 propositions classiques, donc de la logique classique. Et donc, nous pouvons construire une logique différente, avec une typologie différente des propositions. Et donc, ce renoncement justement à la forme sujet-prédicat, donc bien ancien, bien avant Frege en tout cas, est rapidement dénoncé par d'autres logiciens qui utilisent des formes géométriques justement différentes pour distinguer le sujet du prédicat. Donc vous avez d'autres logiciens par exemple qui utilisent plutôt un carré pour utiliser par exemple le sujet, un triangle pour le prédicat. Donc vous voyez bien que ce n'est pas juste une question de forme géométrique des symboles, il y a derrière toute une théorie logique à l'œuvre, et il y a une idée même de ce qu'est une proposition logique, de ce que doit être sa structure. D'autres philosophes conceptualistes comme Mansell, par exemple, rejetèrent entièrement l'idée même d'une représentation visuelle en logique, perdant de vue que ce n'étaient pas les concepts qui étaient représentés, mais seulement leurs extensions. J'insiste donc sur le fait que mon intérêt pour les notations est précisément
parce qu'il ne s'agit pas seulement de la forme géométrique des objets et des notations, bien que ça soit intéressant en soi évidemment, mais qu'il s'agit bien du système logique à l'œuvre et que ce symbolisme, ou dans ce cas ces écritures diagrammatiques, vous permettent de voir également la structure des logiques qui sont représentées. Alors, je reviendrai plus tard au diagramme logique, mais j'aimerais commencer un peu ma discussion des systèmes, des langages formels symboliques qui voient le jour durant cette période de formalisation active en logique, et ce qui donne à voir comme travail sur la forme, notamment le renoncement à la signification, ou ce que Katharina Novaes appelait la désémantification. Alors, c'est un point central, évidemment, de la question du formalisme, c'est la question du sens, s'il est donné aux formes ou s'il en provient. Et on connaît un peu la fameuse boutade de Russell sur les objets mathématiques ou sur les mathématiques comme science, dont on ne sait pas trop ce que sont les objets que nous manipulons, ni si ce que nous disons est vrai. Et donc on a un peu l'impression d'avoir affaire à un jeu de symboles. La question se pose de manière similaire en logique. Pour être légitime en soi, les langages formels dont je vais parler n'ont donc pas besoin d'être du langage formalisé. Mais il est vrai qu'il est avantageux qu'il le soit, parce que c'est un peu dans cet esprit qu'ils ont été conçus. Alors, justement, commençons par expliquer un peu pourquoi ces auteurs inventent tous ces langages formels, et donc quel était le problème logique sur lequel ces gens travaillent. On a coutume de répondre à cette question en invoquant la dualité logique comme langage, logique comme calcul, donc logique comme calcul pour les algébristes, donc les booléens, et logique comme langage pour les logisticiens, donc pour reprendre l'expression de Couturat. Néanmoins, on aurait tort d'opposer ces deux approches, puisque dans les deux cas, on utilise de toute façon un langage pour faire un calcul. Et donc la question qui se pose, c'est ce qu'il y a finalement à calculer en logique. Bon, jusqu'au XIXe siècle, un étudiant de logique formelle s'intéresse essentiellement donc au syllogisme, c'est-à-dire qu'on lui propose deux propositions données comme prémisse et une proposition donnée comme conclusion, avec 3 termes donc en tout, et on lui demande de vérifier la validité de l'argument. Donc des arguments plus complexes existent, évidemment, mais ils sont généralement réduits à une série de syllogismes et sont traités comme tels. Et donc le syllogisme est l'objet central de la logique traditionnelle. Lorsque Boole publie ses travaux, George Boole, donc le mathématicien logicien anglais, il s'assigne explicitement comme objectif justement de construire une théorie logique plus générale dans laquelle il serait possible de traiter des problèmes plus complexes que les syllogismes. L'idée est qu'à partir d'un nombre quelconque de propositions, pas de propositions, à partir d'un nombre quelconque de propositions, avec donné comme prémisse, ayant un nombre indéterminé de termes, il faudrait éliminer les termes que l'on ne souhaite pas retrouver dans la conclusion, et donc ne retrouver dans la conclusion que les termes que nous souhaitons retrouver dans la conclusion. Alors notez bien le changement de perspective, alors que dans la syllogistique, la conclusion est donnée, et il s'agit essentiellement de vérifier la validité ou non, d'ailleurs, des syllogismes. Dans le cas de la nouvelle logique, et donc de ce qu'on appelle le problème de l'élimination, nous avons les prémices, et l'idée est de rechercher la conclusion. C'est évidemment un changement qui est extrêmement important, et qui est justement un peu issu de ce rapprochement des mathématiques, puisqu'on a en quelque sorte affaire à un système d'équations. Alors, et donc c'est à la résolution de ce problème d'élimination que s'affairent Boole et les majorités des logiciens symbolistes dont je vais parler. C'est aussi en proposant des solutions à ce genre de problème que ces logiciens testent, comparent les notations et les techniques qu'ils inventent, comme on testerait aujourd'hui de nouvelles machines, par exemple, en les soumettant à des problèmes ou à des actions complexes. Alors certains logiciens recourent à des langages symboliques seuls, Boole par exemple, d'autres recourent à des diagrammes comme Keynes, ou alors, mais beaucoup de logiciens utilisent les deux, comme Venn ou Peirce, qui utilisent à la fois des systèmes symboliques et des systèmes diagrammatiques. Et certains logiciens conçoivent même des machines logiques, comme Jevons par exemple, ou comme Marquand, qui est un des élèves de Peirce. Pourquoi pas. Alors, en voilà l'importance du choix du formalisme utilisé pour disposer d'une notation appropriée qui simplifierait les représentations déjà des données du problème et leur manipulation, surtout lorsque le nombre de termes accroît sensiblement. On voit ainsi naître une réelle compétition entre différents langages formels, et on peut même voir parfois des logiciens qui se défient les uns les autres dans les journaux savants. Et je préciserai juste pour terminer sur ce point que, évidemment, ce genre de problème n'intéressait pratiquement pas les logiciens non symbolistes, qui considéraient qu'il s'agissait de problèmes artificiels, bon, à juste titre, je pense. Alors,
Absolument. Je propose dans ce qui suit de commencer mon tableau des langages formels donc, développés avec une brève présentation du système de Boole, sa contribution ayant été décisive justement dans le développement de cette logique formelle. Alors, Boole introduit son système logique en 1847 avant d'offrir une présentation plus détaillée dans son ouvrage Les lois de la pensée en 1854. Il est important de rappeler ici que Boole travaille dans un contexte mathématique marqué par les efforts de l'école algébrique anglaise, autour d'auteurs comme Peacock ou Babbage notamment, pour fonder l'algèbre comme science. C'est un épisode qui est bien documenté par les historiens des mathématiques et de la logique. Je vous renvoie aux travaux par exemple de Marie-Josée Durand-Richard qui a travaillé sur cette question. Ce qui nous intéresse ici, c'est le développement justement de l'algèbre symbolique, en travaillant sur les propriétés des opérations indépendamment, voire en l'absence de la signification des entités objets des opérations. Ces opérations algébriques peuvent être inspirées par les opérations de l'arithmétique, laquelle sert alors de science de suggestion, mais elles ne sont plus définies que par leurs propriétés opératoires. Aussi, la signification des entités peut changer d'une interprétation à l'autre sans remettre en cause la validité du calcul. La signification des symboles est donc subordonnée au calcul, et on pourrait ainsi dire que le contenu est subordonné à la forme. C'est exactement ce qu'on va voir dans le cas de la logique et du système conçu par Boole. Alors, il établit des rapprochements entre les lois algébriques et les lois logiques, et il définit par exemple l'intersection logique, pensez à la relation d'intersection de deux classes, avec l'opération donc de produit logique. Et il identifie également la relation donc, de réunion logique avec l'opération d'addition en algèbre numérique, comme il l'appelle, ou en arithmétique. Alors, ce que cela signifie, c'est que, par exemple, si je... L'intersection d'une classe X, je vais peut-être écrire ça. Alors, l'intersection d'une classe XY est égale à l'intersection de la classe YX. De la même façon que le produit de X fois Y est égal au produit de Y fois X. De la même façon, la réunion d'une classe X et Y est égale à la réunion de la classe Y fois X. De la même façon que l'addition de X et Y est égale à l'addition de Y et X. Donc vous voyez ce rapprochement entre ces deux algèbres, donc l'algèbre de la logique et l'algèbre numérique, comme l'appelle, ou quantitative, comme l'appelle Boole justement. Donc il vérifie bien la distributivité de l'une sur l'autre, et donc notez bien que Boole ne procède pas par analogie pour apporter en logique des propriétés ou les lois de l'arithmétique. Il dit plutôt que les lois de l'arithmétique et les lois de la logique procèdent ou possèdent les mêmes propriétés formelles de commutativité et distributivité. C'est extrêmement important. Donc nous avons ces deux algèbres, donc logique et numérique, ou arithmétique, qui possèdent les mêmes propriétés formelles. Alors c'est important parce que, encore une fois, cela signifie que ces propriétés n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre science, donc la logique et les mathématiques, mais relèvent plutôt d'une science générale des signes, qui pourrait être par exemple l'algèbre symbolique, laquelle se dispense donc de s'interroger sur la signification de ces entités. Elle s'intéresse uniquement aux propriétés des opérations. Alors, pour résoudre un problème logique, il suffirait alors de représenter dans un langage formel. Alors, je ne sais pas trop si je suis en retard ou pas, mais je vais peut-être présenter alors, du coup, avec un peu plus de précision donc, la résolution d'un problème logique dans ce système. Donc, on va évidemment prendre le cas le plus simple, donc avec deux propositions offertes comme prémices. Donc, j'ai des prémices concrètes. Par exemple, tout homme est mortel, etc. Donc, des prémices concrètes. Il y a une sorte de processus de formalisation, en tout cas de passage vers une écriture. Formalisation, pardon. Et donc, j'obtiens les mêmes prémices sous forme symbolique, ou concrète, alors quelque chose de formel. Parce qu'évidemment, je peux faire exactement la même chose avec des diagrammes. Ensuite, il y a un calcul, donc, qui est fait indépendamment de la signification des entités en question. C'est évidemment le point le plus important. J'obtiens donc une conclusion formelle. Et donc, cette conclusion formelle que j'interprète, pour revenir justement
dans la langue naturelle, et donc j'obtiens la conclusion concrète. Voilà, donc vous voyez comment, pour réaliser l'élimination, c'est-à-dire pour résoudre le problème logique, qui est posé donc dans la langue naturelle, donc je passe, j'avais appelé ça l'interprétation, et donc je passe dans un langage formel. Et donc au lieu de réaliser cela, donc, je passe par ce circuit-là. Je pourrais peut-être donner un exemple concret, mais j'aimerais insister sur le fait qu'il n'est pas nécessaire que les étapes du calcul, c'est-à-dire à ce niveau, comme je viens de le dire, donc il y a plusieurs étapes évidemment qui se font dans le langage formel, il n'est donc pas nécessaire que les étapes du calcul puissent prêter à une interprétation. Seule la conclusion est sujette à cette contrainte. On peut donc parfaitement manipuler pendant le calcul des expressions dénuées de signification. Dans la langue naturelle, ce calcul se faisant dans le langage formel. Voilà. Il n'y a que la conclusion qui soit sujette à cette contrainte d'être interprétable. Alors que je disais que Boole avait construit son langage formel en s'inspirant de l'arithmétique, donc il en reprend justement les symboles. On retrouve ainsi dans l'algèbre de la logique de Boole des symboles littéraux, x, y, etc., pour représenter les termes, des signes d'opération, plus, moins, fois, etc., pour représenter des opérations qui portent sur ces termes, et un signe d'identité égal. Avec cela, on peut par exemple représenter une proposition du type tous les x en y par, comme suit, alors je vais peut-être l'écrire ici. Donc, pour représenter la proposition tous les x sans y, qui dit donc en gros que l'intersection des classes x et y, l'intersection est x, donc l'intersection x et y. Et donc, avec ce genre d'écriture, on peut résoudre un problème. Alors, je donne rapidement un exemple évidemment élémentaire qui ne reflète pas du tout la complexité des problèmes auxquels s'attaquent ces auteurs-là. Par exemple, si j'ai comme prémisse donc tous les x sont m et tous les m sont y, donc là je suis ici. Donc j'écris ces deux propositions sous forme donc symbolique. Ça donnera donc xm, tous les x étant m est égal à x. Et de la même façon, donc my égale à m. Donc là, j'ai plus là. Ensuite, je manipule encore une fois ces équations et j'essaie de trouver une conclusion formelle, indépendamment encore une fois de la signification de x, de m, etc. Et donc, on peut par exemple prendre la valeur de m ici et la remplacer donc à ce niveau-là. Donc, j'aurai x, my égale à x. Et comme xm, vous pouvez voir ici, est égal à x, j'obtiens donc xy égale x. Et voilà, là, j'ai éliminé m. Et donc, voici la conclusion, conclusion formelle. Et donc, il me suffira à ce moment-là de revenir ici pour avoir donc la conclusion qui est donc que tous les x sont y. Voilà globalement comment ça marche. Alors, je disais que Boole ne procédait pas par analogie à proprement parler, mais considérait plutôt que les opérations logiques et celles de l'algèbre obéissaient aux mêmes lois formelles. La logique n'est donc aucunement une branche des mathématiques, elle serait plutôt une branche des sciences générales des signes, dont les mathématiques formeraient l'autre branche. On peut dès lors se demander comment distinguer une branche de l'autre. La différence tient aux objets auxquels se réfèrent ces signes et donc à l'interprétation qu'on en fait. La question de la signification est donc évacuée du calcul logique, mais elle est réintégrée lors de l'interprétation des résultats du calcul, comme je viens de l'expliquer. Car c'est cette interprétation qui conditionne toute légitimité de cette algèbre à être reconnue comme algèbre de la logique. Évidemment, si j'avais dit à ce niveau-là qu'il s'agissait de nombres et que c'était x fois y égale à x, je ne serais plus dans le domaine de la logique. Donc l'interprétation est extrêmement importante pour rester dans le domaine de la logique, justement. Alors, et donc cette signification, le problème est justement de savoir si on la donne aux signes ou si on la cherche dans les signes. C'est un peu le problème, la question que je posais tout à l'heure donc à Jean-Marie. Alors dans ce cas, Boole puise naturellement dans le langage pour déterminer la signification de ces signes,
précisément parce qu'il voit son langage formel comme une structuration du langage ordinaire. Néanmoins, Boole recourt également à l'opératoire de son calcul pour introduire de nouveaux objets qui ne sont donc pas obtenus par formalisation. Il faudra alors, au contraire, leur chercher une signification pour les intégrer dans le domaine de la logique, et c'est très précisément ce qui se passe lorsque Boole introduit pour la première fois les fameux symboles 0 et 1. Alors, comment ça se passe? Boole identifie la loi de dualité ou de dichotomie x au carré égale x comme étant la loi fondamentale de la logique. Ça peut surprendre évidemment, dit comme cela, qu'une loi seule puisse constituer la loi fondamentale de la pensée. Donc x au carré égale x. Pourquoi cette loi particulièrement? Précisément parce que contrairement aux lois précédentes que j'avais présentées, par exemple x plus y égale x, etc., et égale y plus x, qui sont valides aussi bien dans la logique que dans l'algèbre numérique, cette loi, qui est évidemment valide en logique, puisque c'est donc l'intersection de x et x égale x, est valide en logique. En revanche, en algèbre numérique, elle n'est valide que pour deux valeurs, pour 0 et 1. Donc cette loi constitue la différence principale entre l'algèbre de la logique et l'algèbre numérique. Et c'est pour cela donc qu'il la considère comme l'équation fondamentale donc, de la pensée, parce qu'elle distingue l'algèbre de la logique de l'algèbre numérique. Alors donc je disais que cette équation qui était donc la différence caractéristique entre les lois de la pensée et les lois de l'algèbre quantitative ou numérique, puisqu'elle s'impose à toutes les classes logiques mais ne vaut que pour 0 et 1 dans le calcul numérique, Boole cherche donc à déterminer la signification de ces deux symboles dans l'algèbre de la logique. Il est donc important de bien noter que ces symboles sont directement issus du calcul algébrique lui-même et ne répondent donc à aucune nécessité logique. Ce sont des symboles qui viennent du calcul, qui ne répondent à aucune nécessité logique. Nous n'avons pas obtenu ces deux objets par formalisation. Alors, et donc, afin de leur donner une signification, Boole observe justement qu'en algèbre, donc, les deux solutions de l'équation x au carré égale x sont 0 et 1, et il observe donc que ce que réalisent ces deux objets, c'est que, par exemple, 0y égale 0, et que 1y sera toujours égal à y, en algèbre numérique. Et donc, en logique, on notera effectivement que ce qui permet de valider ces deux équations, c'est donc la classe nulle pour 0 et la classe universelle pour 1, puisque l'intersection de la classe nulle avec n'importe quelle classe donnera toujours la classe nulle, et l'intersection de la classe universelle avec toute autre classe donnera forcément cette classe. Et donc, il assigne comme signification classe nulle ou vide. À vrai dire, il n'utilise pas vraiment cette notion-là. Et l'idée même d'une classe vide est de toute façon incompatible avec l'idée d'une logique des classes telle qu'elle est conçue à ce moment-là. Universelle. Et donc vous voyez bien, nous avons deux objets issus du calcul auxquels on cherche à donner une signification dans l'algèbre de la logique. Alors, on peut comprendre évidemment la réticence des philosophes à recourir à ce type de raisonnement. Et justement, à se méfier de l'introduction de symboles numériques en logique. Alors, un des premiers philosophes à avoir lu sérieusement et à discuter les travaux de Boole est Jevons, William Stanley Jevons, plus connu donc, également comme économiste et philosophe. Il reconnaît les mérites de l'approche symbolique de Boole, mais il lui reproche justement son habit mathématique et propose de l'en dévêtir. Et il n'admet pas justement l'apparition d'expressions sans signification pendant les étapes du calcul. Bon, on n'en voit pas ici dans l'exemple que j'ai donné, mais dans des exemples plus complexes, on peut voir apparaître justement des expressions sans signification, du type 0 sur 0, 1 sur 0, ou d'autres expressions de ce type-là, dans les étapes intermédiaires, je dis bien du calcul, pas dans la conclusion. Alors, Jevons pense que Boole est victime de sa grande proximité avec les mathématiques, et donc on veut pour preuve que ce dernier a omis une autre loi fondamentale de la pensée, qui est la loi de l'unité, qui, là encore, serait propre à la logique. Alors, cette loi, c'est la loi x plus x égale x. Alors, donc, vous l'avez expliqué que la loi fondamentale de la pensée était celle-là, puisque c'était la seule qui distinguait les deux.
Jevons précise qu'en fait, pas du tout, il y aurait une deuxième loi qui est la loi d'unité, par opposition à la loi de dualité, qui également distinguait logique et algèbre. Encore une fois, donc, dans cette loi, dans le cas de la logique, cela signifie que l'union de la classe X et la classe X est égale à X. Effectivement, c'est une loi qui est valide en logique, alors qu'elle n'est pas évidemment valide en mathématiques, enfin en algèbre numérique, donc, excepté pour 0 dans ce cas-là. Alors, et donc c'est une loi qui est en parfait accord avec l'usage qu'on fait de l'intersection, ou de la réunion plutôt, dans le langage. Boole refuse pourtant d'admettre cette loi, et objecte simplement que celle-ci n'est pas interprétable dans son système. Pourquoi? Parce que pour utiliser les identités formelles entre logique et algèbre, Boole est contraint de limiter l'opération de réunion, l'opération plus, à des classes disjointes. C'est-à-dire que Boole définit son système comme suit: je ne peux appliquer l'opération de réunion qu'à des classes disjointes. Si des classes ont des éléments communs, je ne peux pas appliquer cette opération. On présente souvent cela comme étant une disjonction exclusive. Ce n'est pas tout à fait cela. C'est que de toute façon, lorsque les classes ont des éléments communs, c'est que cela n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas appliquer cette opération. D'accord ? Ce n'est pas que nous interprétons dans ce cas-là ce symbole comme étant une disjonction exclusive. C'est que nous n'interprétons pas du tout. Je ne peux pas écrire, par exemple, x plus x. Ça n'a pas de sens. Puisque x et x sont des éléments communs, naturellement. Et je ne peux pas écrire non plus 1 plus x, par exemple. C'est une expression qui n'a pas de signification dans la logique de Boole, puisque 1 étant l'univers, il y a forcément des éléments communs à ces deux classes. Alors, on peut facilement mesurer les conséquences fâcheuses qui auraient à relâcher cette restriction, parce que si Boole relâche cette restriction, il ne pourra plus passer à ce moment-là, par exemple, de l'expression suivante, x plus y égale à 1, c'est-à-dire que j'ai deux classes complémentaires, enfin leur union en tout cas égale l'univers, forme l'univers, je ne pourrais plus écrire tout simplement, par exemple, x égale 1 moins y. Je ne pourrais plus dire que x est le complémentaire de y, puisque x et y ont peut-être des éléments communs. Donc s'ils ont des éléments communs, on ne peut pas dire que y est le complémentaire de x à l'univers. Donc si je conçois cette opération d'addition, donc de réunion logique, entre des classes qui peuvent avoir des éléments communs, je ne pourrais même plus dans l'algèbre de Boole faire ceci. Et donc je perds l'analogie entre algèbre de la logique et algèbre numérique. Alors, donc on comprend donc la réticence de Boole à considérer cette interprétation de la disjonction et par la même occasion cette loi d'unité proposée par Jevons. Cependant, en agissant de la sorte, Boole prend le risque de s'éloigner justement de l'usage commun dans le langage pour sauver son système. Et cela pose très clairement le problème de la signification des signes et de sa quête dans le langage commun ou dans le langage formel. Et c'est très précisément ce que lui demande justement Jevons. J'aimerais vous citer un passage d'une lettre de Jevons à Boole où il pose clairement le problème. Donc, il écrit donc, une lettre datant de 1863. Donc, x plus x je traduis librement. Donc, x plus x, quand je dis librement, ça veut dire approximativement, mais naturellement, c'est fidèle à l'original. Donc, x plus x n'est pas vrai dans votre conception de la logique. Je ne doute pas qu'il vous appartienne de tenir cette position en accord avec les lois de votre système, et en cela, votre système est probablement parfaitement consistant et ne contiendrait ni erreur ni contradiction. Mais la question dès lors devient plus générale. Votre système correspond-il à la logique de la pensée commune? Une petite altération de votre système ne pourrait-elle pas améliorer cette correspondance? Bref, les lois de la pensée telles qu'assumées dans votre travail sont-elles toutes les lois et rien que les lois de la pensée, pour utiliser une expression hamiltonienne. Donc Jevons s'interroge clairement ici sur la légitimité de l'algèbre de Boole, quelle qu'en soit la beauté et la cohérence formelle, à se prévaloir d'être une algèbre de la logique. Il propose donc de lui substituer son propre système, lequel éviterait les obscurités mathématiques du système précédent. Il faut donc mesurer l'importance de cet instant historique. Nous avons désormais deux systèmes logiques rivaux, avec des similitudes certes, mais aussi des différences essentielles quant à l'usage du symbole et leur interprétation. Et plusieurs autres langages formels suivent, mais le principe est désormais acquis, la logique symbolique est née, et il reste à en déterminer la forme. Alors, à l'image de Boole et Jevons, la seconde moitié du siècle voit donc naître une multitude de langages rivaux pour représenter les propositions logiques. L'invention ou l'abandon de ces langages obéit naturellement à des impératifs conceptuels, mais également à d'autres déterminants, notamment esthétiques, pédagogiques, voire même sociologiques.
En effet, si le logicien symboliste s'accorde sur les caractères arbitraires des signes qu'il manipule, il cherche cependant à utiliser une notation qui soit la plus commode possible. Il est généralement attendu que cette notation soit aisément reconnaissable et assimilable à l'œil, qu'elle soit suggestive en ce qu'elle reflète les propriétés inhérentes aux objets ou aux opérations qu'elle représente. Et à ce titre, une des questions essentielles était celle du choix des symboles et en particulier de la légitimité ou de l'opportunité de recourir aux symboles précédemment employés en mathématiques. Jusque-là, vous aurez noté que les deux systèmes que j'ai présentés, donc de Boole et Jevons, étaient équationnels, c'est-à-dire que la proposition est une équation. Et Jevons considérait justement que cette innovation était même la plus importante contribution de Boole à la logique. J'aimerais vous proposer dans ce qui suit un bref examen du système diagrammatique inventé par notre logicien John Venn pour illustrer justement la nature équationnelle de ces premiers langages formels donc, qui sont équationnels. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne s'agit pas simplement de la forme géométrique de notation, mais qu'on voit la structure même de la proposition. Et en l'occurrence, est équationnelle dans ce cas. Alors, Venn, qui était donc un grand admirateur de Boole et à qui on en doit l'expression logique symbolique, avait justement plaidé pour l'usage des symboles mathématiques en logique afin de bénéficier de la familiarité déjà acquise dans leur manipulation, sans que cela fasse de la logique une théorie mathématique pour autant. Et donc, il invente de nouveaux diagrammes pour accompagner cette révolution formelle. J'avais tout à l'heure invoqué les diagrammes d'Euler, qui permettaient de représenter plutôt aisément donc, les différentes propositions logiques. Le principe était très simple. On représente une classe par un cercle dans lequel on conçoit que les membres de la classe sont enfermés. Ensuite, les relations logiques entre classes sont représentées par des relations topologiques entre espaces. Par exemple, donc, je disais qu'il suffisait de représenter la classe, la proposition tous les x sans y, par exemple, par un cercle x à l'intérieur d'un cercle y. Voilà, donc c'est simple et intuitif. Et donc de la même manière, pour deux cercles disjoints représenteraient la proposition aucun x n'est y, etc. Alors ça paraît simple comme cela, mais évidemment il y a un certain nombre de limites. C'est que quand je dis par exemple que tous les x sont y, en réalité ce diagramme ne suffit pas pour représenter toute l'information contenue dans cette proposition. Parce que quand je dis que tous les x sont y, cela signifie que la classe x est incluse ou identique à la classe y, ce qui n'est évidemment pas représenté dans ce diagramme. J'ai un seul cas, le cas où x est strictement à l'intérieur d'y. Mais je peux très bien concevoir x et y comme étant identiques, tout en ayant tous les x équivalents à y. Donc, la deuxième représentation serait plutôt de dessiner donc x et y avec deux cercles qui coïncident. Donc, vous voyez bien que pour une seule proposition, vous avez en réalité deux représentations nécessaires et légitimes. Et donc, pour remédier à cette ambiguïté, Venn introduit un nouveau système diagrammatique qui procéderait justement en deux étapes. D'abord, je représente les combinaisons entre classes. Ensuite, je marque les compartiments pour représenter les propositions. Donc, le système de Venn est un peu différent de celui-ci. Donc, pour représenter la proposition tous les x en y, donc x et y, j'ai deux termes, et donc l'univers se divise forcément en quatre compartiments. Donc les deux termes x et y divisent l'univers en quatre compartiments. Donc les choses qui sont des x mais pas des y, les choses qui sont des y mais pas des x, les choses qui sont des y et des x, et les choses qui ne sont ni x ni y. Jusqu'ici, je n'ai rien dit évidemment. Ce diagramme ne comporte aucune information. Autant chez Euler, ce diagramme signifie que les classes x et y ont des éléments communs, ce diagramme-ci, chez Venn, ne représente rien du tout. Il s'agit d'un cadre général. Donc là, je représentais les relations réelles, telles que je les connais. Ici, je représente d'abord ce cadre général, ensuite, j'introduis un certain nombre donc, de signes ou de marques pour indiquer l'état des compartiments. Par exemple, si je dis que tous les x sont y, cela signifie en fait qu'il n'y a rien ici. Il n'y a pas de x qui ne soit pas y. Et donc, il suffit de rayer par exemple ce compartiment pour représenter la même proposition. Et évidemment, chez Venn, nous n'avons pas ce problème puisqu'on peut très bien avoir effectivement x équivalent à y, on ne le sait pas. Mais à ce niveau-là, ce diagramme garde cette potentialité. Si jamais j'apprends que x et y coïncident, il suffira de rayer celui-là. Vous aurez la même classe. Ce qui n'est évidemment pas possible avec le diagramme d'Euler. Il faudra redessiner donc le diagramme.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui se passe pour l'écriture équationnelle. C'est-à-dire que quand Boole écrit, représente la même proposition, par exemple, en proposition aucun x n'est y comme suit, xy égale 0, il fait exactement la même chose. D'abord, il effectue une opération sur xy. Il intersecte xy pour former une classe xy dont il ignore totalement l'état. Quand j'écris xy, évidemment, je n'ai toujours rien dit. Exactement comme le cas en général. C'est le fait d'écrire que xy est égal à 0 qui me donne l'information. C'est seulement à ce moment-là que j'apprends que la classe n'existe pas. Donc vous procédez en deux étapes. D'abord, je manipule une classe dont en réalité j'ignore même l'existence. La classe xy n'existe pas finalement, puisqu'elle est égale à 0. Donc première étape. Ensuite, j'indique donc l'égalité de cette classe avec une autre classe. Et donc, comme vous pouvez le voir dans le système diagrammatique, cela explique parfaitement la nature de ces premières écritures. Le problème de ces écritures, évidemment, c'est qu'elles ont une limite importante, c'est qu'elles représentent très mal les énoncés existentiels. Il me resterait combien de temps, s'il vous plaît ? Vous avez presque épuisé votre temps si vous voulez avoir un petit quart d'heure de discussion. Parfait, parfait. Mais écoutez, je vais essayer de synthétiser un peu ce qui me reste parfaitement. Alors, donc, je disais que ce genre d'écriture ont un problème important, c'est qu'elle représente très mal les propositions existentielles. Parce qu'on pourrait penser que pour représenter une proposition aucun x n'est y, il suffirait d'écrire celle-ci. Mais pour représenter une proposition du type quelques x sont y. Donc dire qu'une classe est vide est très simple, il suffit d'écrire qu'elle est égale à 0. Mais pour dire qu'une classe n'est pas vide, suffit-il d'écrire par exemple que xy égale 1 ? Pas du tout, puisqu'évidemment 1 est l'univers entier. Et l'intersection d'xy n'est pas égale à l'univers entier. Et en fait, elle est égale à quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Et donc, ce que font ces premiers logiciens est d'écrire que c'est égal à quelque chose, V, une classe V. Il y a quelque chose qui est commun à x et y. On ne peut pas écrire, évidemment, que c'est égal à 1. Donc, notez bien, la principale limite de ces notations, c'est qu'elles ne permettent pas de traiter ce genre de proposition. Parce qu'évidemment, c'est une simulation qui n'est pas du tout appropriée et facile à manipuler lorsqu'il s'agit de résoudre des systèmes d'équations. Et donc, ce que je voulais présenter dans la deuxième partie, c'était plutôt de voir justement comment se fait un travail sur ce type de langage par des auteurs comme Peirce, justement, qui échappent à cette critique en proposant des notations différentes que l'on dit inclusionnelles et qui deviennent plus tard implicationnelles, donc chez Frege, Russell, etc. Inclusionnelles, c'est-à-dire que Peirce, par exemple, écrit la proposition tous les x sont y sous la forme suivante. X inclus dans y. Et vous noterez que c'est un peu la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un peu inférieur ou égal. D'ailleurs, Schröder a une écriture un peu proche. Là, évidemment, il n'y a pas du tout cette objection, puisqu'il pourrait dire que tous les... Donc là, je représente la proposition tous les x sont y. Pour dire qu'aucun x n'est y, il suffit d'écrire donc que x est inclus dans non y. Et pour dire donc que quelques x sont y, il suffira d'écrire ceci. Chez Peirce, la barre indiquant la négation. Et donc, je n'ai aucun souci à représenter des propositions existentielles chez Peirce. Simplement, je n'ai plus d'opération, par contre. Quand j'écris ceci, il n'y a aucune opération dans cette écriture. Là, je dis que x est inclus dans y. Je ne dis pas que l'intersection, je ne fais pas d'opération d'intersection, puis dans un deuxième temps, j'essaie d'indiquer l'état de la classe. Pas du tout. Donc, vous voyez déjà une première évolution dans ce type de notation. Évidemment, là encore, j'aurais pu discuter les différents types de notation. Par exemple, cette notation de Peirce et les notations modernes, donc d'application, donc la notation de Hilbert notamment, sont asymétriques naturellement, parce qu'elles représentent cette relation justement d'application, alors que la première notation proposée par McCall, par exemple, qui était formée de 2 points, était évidemment extrêmement malheureuse, puisque c'est une notation qui est symétrique, qui est abandonnée pour cela. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de déterminants, autres que conceptuels en fait, qui participent à la détermination de ces propositions. Voilà, donc globalement, ce que je voulais dire justement, c'était aussi l'idée que les langages formels, voilà, Ness meurt, c'était globalement mon propos et je préfère terminer sur cela pour laisser un peu de temps pour la discussion. Je vous remercie pour votre attention. Merci.